Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours en compagnie de nos 4 éditorialistes. Je commence par Francis Laloupeau, l'élégant, le courtois. Francis Laloupeau qui nous vient tout dans l'Africa numéro 1. Bonjour. Comment allez-vous, Jean-Marc? Bien, bien, bien. Et puis on passe au sémillant jeune homme. Bonjour Nadir Djenad de Beurre FM. Bonjour Jean-Marc. Vous avez passé une bonne semaine? Très bien. Bon, on est content de vous retrouver. Vous nous avez manqué la semaine passée, hein. Oh, et puis le vieux sage, Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Vieux, très vieux. J'ai parlé de sage, très sage. Et enfin, l'arlequin de l'information, Éric Zemmour, le pantalon du Figaro, le dernier d'entre nous. Voilà, après cette présentation qui permet de faire à tout le monde un petit sourire, je vous donne l'endroit où vous pouvez nous joindre. C'est l'hebdofrançois@rfo.fr, l'endroit non, plutôt l'adresse. hebdofrançois@rfo.fr, ça a dû s'afficher sur votre écran. Alors, au sommaire de cette semaine, la situation dramatique au Kenya qui ne cesse d'empirer, je dirais presque jour par jour, l'entre-deux-tours en Polynésie française, l'avenir de la Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie, et enfin les mauvais sondages concernant le président de la République. On démarre tout de suite à propos du Kenya. Nous en avons déjà parlé dans cette émission, mais je crois que malheureusement, on doit y revenir. Le Kenya traverse une crise sans précédent, presque 1000 morts en à peine un mois dans un pays africain naguère réputé pour sa stabilité. Ce qui a mis le fou aux poudres, bien entendu, c'est l'élection contestée du président Kibaki. Aujourd'hui, Kofi Annan a tenté une médiation qui, pour l'instant, n'a rien donné. 2 députés de l'opposition viennent d'être assassinés. Pour l'un, on ne sait pas si c'est lié au soubresaut politique. Et puis enfin, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, est en terre africaine pour essayer aujourd'hui d'éviter les violences. Alors, Francis Laloupeau, alors que le Kenya était jusqu'ici un des modèles de l'Afrique pour sa stabilité, est-ce qu'on est en train de vivre une situation à la rwandaise ? Oui, je crois qu'il faut évacuer d'emblée cette confusion. Le Kenya, ce n'est pas le Rwanda, et ce n'est pas du tout la même histoire. Et c'est un raccourci, malheureusement médiatique, qui rajoute à la confusion et qui empêche justement de porter un regard juste et précis sur une situation qui a des causes absolument spécifiques et des causes qui sont qui dépassent même le Kenya. Parce que, vous savez, quand on observe ce qui se passe aujourd'hui au Kenya, tout le monde peut se sentir concerné. D'abord, les acteurs kenyans, les bailleurs de fonds de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, qui ont mis en place, en Afrique, comme dans le pays du Sud en général, une politique économique qui a enfermé ces pays dans une obligation de résultat, en quelque sorte. Et cette politique ultralibérale avec la course à la croissance, mais avec les aspects, les plus brutaux, les plus inhumains du libéralisme, marginalisant une bonne partie de la population, créant des masses, des armées, je dirais, si je puis dire, de laisser pour compte. Ceux-là, aujourd'hui, qu'on voit dans les rues. Vous savez, au départ, le gouvernement kenyan ça partait d'une bonne intention de créer une élite financière. L'idée était, en fait, de créer une élite financière qui allait tirer vers le haut la grande masse de la population. C'était oublier d'abord le côté, l'égoïsme, de ceux qui sont constitués très vite en une oligarchie financière. C'était oublier aussi, les mesures d'accompagnement nécessaires pour pouvoir créer une classe moyenne la plus large possible, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Alors en fait, la stabilité, on l'a rêvé, elle n'existait pas vraiment. Voilà. Le feu couvait sous la cendre. Pour ne pas garder trop longtemps la parole, je vais juste revenir sur aussi un mot que vous avez employé. Vous avez parlé de stabilité, de modèle, etc. Vous savez, au fond, ce sont des mots, ce sont aussi des perceptions extérieures qui masquent souvent certaines réalités. Vous savez, on peut faire la comparaison avec la Côte d'Ivoire, par exemple, qu'on a longtemps, j'ai présenté comme la vitrine de l'Afrique de l'Ouest, modèle de stabilité économique. On sait très bien que pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a vécu sous un régime de parti unique, une sorte de glacis politique comme ça, qui empêchait toute expression libre. Et le Kenya, au fond, quand vous allez à Nairobi, dans cette belle ville de Nairobi, avec ses gratte-ciel, ses tours magnifiques, ses magasins illuminés, ses cadres dynamiques qui courent sur le trottoir, ses panneaux publicitaires extraordinaires qui montrent une économie florissante, ses banques surtout, il suffit, au fond, de faire quelques centaines de mètres au-delà du centre-ville pour voir les plus grandes bidonvilles du monde. Et je pense que c'est cette perception de l'extérieur est aussi une manière, d'abord de masquer certaines réalités qui gênent les bailleurs de fonds, qui gênent les partenaires économiques, qui gênent justement ceux qui tirent parti, de la richesse, de peu de richesse d'un pays. Et aujourd'hui, au fond, ce gouvernement, M. Kibaki,
qui s'accroche au pouvoir, a manifestement perdu les élections. Simplement, il est l'otage, malheureusement, d'une oligarchie financière, celle-là même qu'il a promue, et qui aujourd'hui continue à garder le pouvoir, et je veux dire, en niant de manière grossière, inacceptable, je veux dire, ce qui restait je dirais le seul moyen qui restait à cette population de s'exprimer, c'est-à-dire le résultat du bulletin de vote. Alors, bon, c'est très clair, hein, le point de vue de Francis. Il y a un problème social et il y a un problème de confiscation d'élections. J'aimerais revenir sur la comparaison que l'on fait entre la situation au Kenya et la situation au Rwanda. Dans les deux cas, il y a eu un événement politique qui a déclenché des violences. Au Rwanda, c'était l'assassinat du président Habyarimana, qui a été suivi tout de suite après de violences. Au Kenya, c'était à la suite de l'élection l'élection du 27 décembre dernier. Il y a eu des soupçons de fraude et il y a eu des violences. Mais cela dit, la comparaison s'arrête là. Au Rwanda, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pendant des années un arrière-plan idéologique xénophobe qui a été alimenté en plus par certains médias, par notamment une radio, qui a après eu comme conséquence des violences. Ce n'est pas le cas au Kenya. Même si j'ai noté que certaines personnalités influentes en Afrique, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Oumar Kounaré, commence à parler de génocide. Il a déclaré il y a 2 jours que l'Afrique fait face à un génocide et que la résolution de la crise au Kenya doit être une priorité. C'est inquiétant, de plus on constate que l'État kényan ne peut pas, pour l'instant, n'a pas les moyens humains et matériels d'assurer la sécurité de la population. La crédibilité pour la population. Voilà, de la population, d'où la nécessité d'une force internationale d'interposition qui est plus que jamais nécessaire à mon avis. Alors, Dominique Volton voulait dire un mot. Oui, quand il y a des événements comme ça, notamment en Afrique, beaucoup en Afrique d'ailleurs, très vite on dit oh là là, c'est la guerre, c'est le retour des guerres ethniques ou des tribus, avec quand même une vision un peu négative, il faut bien reconnaître. Et là, je trouve que les médias internationaux font pas leur travail, parce que ce qu'ils viennent de dire est absolument fondamental. Pour que vous ayez des problèmes culturels qui émergent de manière violente, autrement dit jusqu'à ce que les gens se tuent, il y a toujours avant de profondes inégalités sociales, des oligarchies économiques, et surtout ce qui se joue sur une bonne partie de l'Afrique et même de l'Amérique latine, c'est on plaque des modèles économiques, sociaux, en jouant tout à fait la modernité sans du tout tenir compte de la tradition. Et après ça, vous avez une logique économique mondiale qui a renforcé avec la mondialisation les inégalités, des classes dirigeantes complètement corrompues, et un système apparemment démocratique, mais il ne veut pas dire grand-chose. Et quand vous avez un cocktail comme ça pendant des années, même si apparemment c'est stable, comme effectivement la Côte d'Ivoire ou le Kenya, ça ne veut rien dire. Et ce qui est tragique, c'est quand ça explose, on dit, oh là là, c'est encore les guerres tribales qui reviennent. On ne veut pas faire l'analyse sociopolitique, et on retombe sur une espèce de culturalisme qui fleure une forme de néocolonialisme. Oui, et là où il faut être très vigilant, parce que ce qui se joue, quand les phénomènes culturels, j'ajoute que nous, déjà CRI, en Europe, nous en avons connu pendant 15 siècles. Et ça repart très vite. Donc déjà CRI, il y en a partout. Ça ne veut pas dire que ça excuse les faits, mais loin de là. Mais ça veut dire qu'avant de faire une analyse sur le caractère nécessairement violent, etc., il faut bien voir des conflits incroyables de valeurs, d'organisation, de hiérarchie, de plutocratie, de corruption qui font que dans des pays comme ceux-là, où encore, une fois, les gens sont toujours au courant de ce qui se passe, parce que je reviens toujours sur cette donnée. Aujourd'hui, les millions d'hommes et de femmes de n'importe quel coin du monde savent ce qui se passe comme inégalité, comme domination, et à ce moment-là, ils réagissent. Et donc, par conséquent, je suis pour revenir d'abord sur des analyses économico-sociales, avant d'abord de commencer naturellement sur les solutions. Avant d'abord. Alors, Éric Zemmour veut réagir, ensuite Nadia Djenad. On a déjà eu cette discussion il y a 3 semaines, et moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il faudrait choisir entre l'analyse économique et sociale et l'analyse tribale. Je pense, moi, qu'il y a évidemment un soubassement économique et social à ces émeutes, que ça n'empêche pas que très vite, les solidarités tribales et ethniques reviennent à la surface et qu'elles attisent les conflits. D'autant plus que dans la plupart des pays d'Afrique, la réalité des rapports sociaux, les solidarités économico-sociales restent très marquées par l'empreinte tribale. C'est-à-dire qu'on embauche un type parce qu'il est de sa tribu, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit pas lié. Et on parlait en Europe des guerres en Europe, mais c'est la même chose. Est-ce que vous croyez pas, moi les grands historiens médiévistes vous disent toujours que quand il y a des émeutes, quand il y a des jacqueries, quand il y a des pogroms, c'est toujours les créanciers qui sont tués.
Évidemment, il y a toujours ça. Qu'est-ce que vous croyez pas contre les catholiques On supprime un témoin, oui. Est-ce Ça, que... c'est Non, commun à c'est tout le monde. économique, c'est ce que je veux dire. C'est Ou une économique. cause, plutôt. Quand il y a les guerres entre catholiques et protestants, ça m'a toujours frappé, ça, les guerres de religion. Puis, vous savez que quand Louis XIV chasse les protestants, il aurait fait un référendum. Je pense qu'il y aurait 90% des Français qui auraient voté oui à l'expulsion des protestants. Pourquoi? Parce que les protestants incarnent une élite financière et intellectuelle qui est détestée par le petit peuple catholique. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait cette différence, les gentils qui parleraient d'économique et sociale et les méchants colonialistes qui parleraient de tribus. Alors, tout le monde veut réagir à la fois. C'est intimement lié. Attendez. Bon, Eric Zemmour, attendez, parce qu'il y en a trois qui veulent réagir en même temps. Dominique Volton, Daniel Genad et enfin Francis. L'abus du mot tribu, ethnie sur les conflits sociaux dans le monde est une manière d'utiliser un vocabulaire qui naturellement a une connotation négative. Et c'est là-dessus que je voulais insister. Mais ne pas le faire, Nadir, 30 secondes. Ne pas le faire, c'est du politiquement correct. Bon, alors, voilà. attendez, on va laisser la parole à de guerre tribale. Oui. Nadir Genad et ensuite Francis Laloupo. Messieurs, s'il vous plaît. Nadir Genad C'est d'abord. compliqué de comprendre. Ce que j'aimerais ajouter, c'est raisons que subtiles. c'est clair qu'on ne peut pas parler de violence ethnique, mais on ne peut pas nier non plus que concernant le Kenya, il y a des antagonismes historiques entre plusieurs ethnies, notamment les Kikuyu et l'autre ethnie, les Luos. Les Kikuyu détiennent la plupart, sont les plus influents économiquement. Et les Luos, c'est quand même justement, les Luos, S'il vous plaît. je termine. Les Luos, justement, considèrent que leur communauté a été mise à l'écart de l'accès De la richesse, de l'accès aux richesses nationales. Voilà. Toutes ces réalités ethniques ou tribales, je dirais que leur manifestation dépend de la culture politique qui régente, en fait, qui dirige un pays. Je dirais, tout part de là. Vous savez, il n'y a pas d'opposition, Eric, systématique entre ceux qui parlent de politique ou de causes sociales, et les autres qui parlent de raisons, d'affrontements tribaux ou ethniques. Parce que c'est très simple. Hein. Ce qui s'est passé au Kenya, on a assisté simplement à la mise en place pendant 5 ans du gouvernement Kibaki, de cette pyramide funeste. C'est-à-dire, on commence d'abord par mettre en place, par favoriser une élite financière. Ensuite, on favorise un clan. Ensuite, on favorise une ethnie. Voilà. Par exemple, on dit la même chose. Dans la région. Non, mais j'ai dit, c'est une culture politique. Mais oui, je n'ai pas très bien parlé, s'il vous plaît. Si vous parlez tous en même temps, c'est une stratégie politique délibérée. C'est une démarche politique délibérée. Alors, résultat, c'est vrai que quand vous allez dans la région d'où est originaire le président sortant Kibaki, c'est vrai que ceux qui vivent dans ces régions-là vivent 16 ans plus longtemps, je dirais, que ceux qui vivent dans la province orientale, d'où vient le rival, par exemple. C'est une égalité. Mais ça, c'est un choix politique également. C'est une démarche politique. Vous avez des pays où, d'emblée, les régimes politiques décident, justement, je veux dire, soit de réguler, de gommer, ou en tout cas, de ne pas attiser, ces pulsions ethnico-tribales qui existent dans toutes les sociétés. On est d'accord. Il y a deux choses l'une, où on les intensifie, ou on essaie de gommer. Je voudrais vous citer, avant de donner la parole à Dominique Volton, je voudrais vous citer ce que dit Jean-Paul Goupandé, qui est un ancien Premier ministre de Centrafrique, qui a donné une interview récente. Je cite: « Les processus d'intégration nationale prennent du temps, d'autant que les frontières des pays africains résultent de découpages décidés par les pouvoirs coloniaux qui correspondaient très rarement à des réalités nationales. » Et il avait affirmé bien sûr au départ que c'était une erreur de tout ramener aux ethnies en Afrique. Oui, mais c'est une erreur, d'accord, mais faut pas non plus focaliser pardon Dominique, faut pas focaliser sur les frontières. La question des frontières, à travers en tout cas le canal de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, a été réglé. C'est-à-dire que les frontières qui sont héritées de la colonisation restent intangibles. C'est-à-dire que dans l'histoire des peuples en général, je veux dire que sur la terre entière, la plupart des frontières sont le fait des hommes. Je veux dire que soit par les guerres, soit par les conquêtes. C'est rarement des frontières purement géographiques. Donc la question est entendue. Juste, Dominique, s'il vous plaît. Je voulais juste noter, pour qu'on ne laisse pas passer ce que disait tout à l'heure Nadir, quand Nadir en appelait à la mise en place d'une force d'interposition pour régler la situation. Je veux dire, il n'y a pas une opposition armée qui est en train d'agresser une armée républicaine ou l'armée officielle. Donc, je veux dire, ce n'est pas l'affrontement armé en tant que tel. Vu le contexte Il n'y a pas deux armées qui s'affrontent. Donc, on ne peut pas mettre en place une force d'interposition. Il faut surtout que la force républicaine, retrouve une crédibilité suffisante pour faire la police. Poser la question à Dominique Volton. Mais, pardon, Francis, mais juste la solution peut-être aujourd'hui. Voilà. Quelle solution? Parce que il y a eu 1000 morts en à peine un mois. La solution, je pense qu'il faut, j'espère, que l'Union
l'Union africaine peut avoir le courage politique simplement d'indiquer que la solution incontournable, la seule solution aujourd'hui qui ne peut pas être négociée, c'est de faire une remise à plat et de repartir aux urnes et de refaire les élections. Repartir aux urnes. Bon, alors, Dominique Volton, très vite, puis on va finir sur ce thème parce qu'on a déjà largement dépassé le temps qu'on souhaitait y consacrer. On peut remettre à plat et relancer un processus politique dès lors qu'il y a relativement du pluralisme, pourquoi pas, mais la base de tout, c'est la réduction des inégalités économiques et sociales. Si vous n'avez pas, dans des pays comme ça, où on joue sur les inégalités... Sans vouloir vous interrompre, ça c'est ce que vous dites, Non. tout le monde le comprend, mais Non, dans l'urgence, on ne va pas régler l'inégalité sociale dans l'urgence. Si, vous pouvez prendre, et c'est le génie de la politique, c'est que la politique, elle peut toujours accélérer les processus. Elle peut très bien prendre. Attendez, elle peut très bien faire les élections là comme ailleurs, bien sûr. Mais à partir du moment où vous dites, avec le pouvoir politique, je prends un certain nombre de réformes immédiates, je vous garantis à ce moment-là que les haines communautaires, tribales et compagnie prennent une autre place. Autrement dit, la pointe visible de l'iceberg, c'est les conflits tribaux. Et la réalité, elle est évidemment la plupart du temps économique et sociale. Je crois que tout le monde est d'accord. 30 secondes simplement pour Éric dire Zemmour, que les conflits comme ça vont se multiplier en Afrique, en Asie, parce que nous vivons et en Europe aussi. Et en Europe, mais on parce a connu que la Yougoslavie, mais l'ex-Yougoslavie bien ne fait sûr, rien d'autre. parce que nous vivons tout simplement dans ces pays-là et dans notre aussi le retour à une économie capitaliste du 19e siècle. Exactement, très inégalitaire, Brutal très et violent, inégalitaire. et donc il va y avoir des conflits de plus en plus durs. Je vous rappelle que c'est ce qu'on a connu au 19e siècle en Europe, et ça s'est terminé par les 2 guerres mondiales. Donc c'est pas un hasard, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de mécanisme non plus, il n'y a pas de Il y a des logiques économico-politiques. On va laisser. En cela, j'oserais dire, pour compléter ce que vient de dire Eric, que ce qu'on observe, alors pour répondre à tous ceux qui, évidemment, enferment, je dirais, des conflits comme celui du Kenya dans uniquement la connotation tribale ou ethnique, je dirais que ce qu'on observe aujourd'hui, du point de vue économique, en tout cas de l'analyse économique, c'est davantage l'avenir du libéralisme que le passé dans lequel on veut enfermer ces pays-là. C'est les deux, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est les deux. S'il vous plaît. On a bien compris, là on est en train d'élargir le débat. Je voudrais qu'on revienne à des choses plus concrètes et plus proches de l'actualité. Il y a eu un premier tour d'élection pour l'Assemblée territoriale en Polynésie française et l'autonomiste Gaston Tong-Sang arrive en tête du premier tour. Et surtout, ce qui est la surprise pour beaucoup de gens, c'est la chute du roi Gaston qui perd sa couronne. Je veux parler de Gaston Flosse qui, longtemps, a dirigé la Polynésie française, qui était un ami personnel de Jacques Chirac, et qui aujourd'hui se retrouve en 3e position. Alors, cette fois-ci, Dominique Volton, Gaston Flosse directement hors du jeu politique en Polynésie, ou encore capable de rentrer dans le jeu? Alors d'abord, il faut dire une chose très importante, c'est que l'océan Pacifique, les Outre-mer, c'est une richesse pour la France qu'on oublie trop. Les Outre-mer, on s'en occupe essentiellement sur la Caraïbe, très peu sur l'océan Indien, et pas du tout, hélas, sur le Pacifique. Sur le Pacifique, on a 2 territoires extrêmement intéressants, qui sont la Polynésie et la Calédonie. Sur la Polynésie, on a aussi Wallis et Futuna. Bien sûr. D'ailleurs, si les Français étaient un peu plus intelligents, ils comprendraient qu'on a 3 situations extrêmement intéressantes. La tradition avec Wallis, un conflit qui a failli finalement finir par une guerre, qui est une innovation politique formidable qu'a la Nouvelle-Calédonie. On y reviendra tout à l'heure. Et un territoire politique est très intéressant parce que les Polynésiens sont avant tout des politiques, sur lesquels on a hélas jeté un désintérêt complet et des combinations effrayantes. Flosse avait déjà perdu 2 fois le pouvoir, n'oublions pas. Il avait déjà perdu contre le parti indépendantiste. Oscar Temarou. Et Gaston Tong-Sang avait déjà été président du pays. Donc ce qui est en cause là, de toute façon, il y a un problème de génération, il y a un problème de corruption. Tout le monde sait très bien que sur place, l'État français n'a pas assumé pendant des années le rôle d'arbitrage. Et ce qui se joue dans l'ensemble de ces territoires d'outre-mer, qu'ils soient collectivités territoriales ou départements, ces peuples ne peuvent, et ces communautés ne peuvent rester liées à la France que si elles ont le sentiment que l'État français y joue un rôle d'égalité pour l'Hexagone comme pour les Outre-mer. Et ce qui se joue pendant des années, c'est la dégradation du bien commun, parce qu'on avait le sentiment que l'État était en collusion complète avec le régime de Gaston Flosse, ce qui expliquait en bonne partie d'ailleurs la montée du mouvement indépendantiste. Ce qui se joue aujourd'hui avec cette élection, si Gaston Tong-Sang l'emporte au 2e tour, c'est une chose qui est une ouverture, c'est-à-dire que ça permet de faire une 3e force entre les indépendantistes et ceux qui étaient les forces traditionnelles. Pour dire clairement pour le téléspectateur comprennent, Gaston Tong-Sang se réclame de l'autonomisme, c'est-à-dire entre indépendance et rattachement pur et simple à la France. Ceci dit, parce que vous avez un débat politique qui est assez tronqué, faux là-bas, entre en gros le Tavini qui veut d'indépendance, ça c'est relativement clair, quoique ceux qui votent pour lui ne sont pas forcément indépendantistes, et Flosse qui disait qu'il était lui autonomiste, en fait par ses pratiques il était très lui-même indépendantiste, donc c'était les chassés croisés. Ce qui est sûr, c'est que Tong-Sang, lui, il fait partie de ce camp moyen de Polynésiens
qui dit finalement nous voulons rester alliés à la France dans un statut d'autonomie très fort qu'ils ont déjà, mais simplement nous voulons ni d'indépendance ni du système de corruption néocolonial. Donc si ça passe, ça veut dire que ça relance la politique sur place, on peut mobiliser les jeunes, on peut sortir d'une logique de corruption, on peut voir une autre économie, on peut pour l'Hexagone et pour la Polynésie, et naturellement pour les territoires alentours, c'est Wallis, la Nouvelle-Calédonie et ce qui se joue avec la Nouvelle-Zélande, relancer une inflexion politique, culturelle sur l'Asie Pacifique. C'est très important, c'est important pour la France et pour le Pacifique. Vous avez bien mis les choses au point, vous avez bien expliqué une situation que vous connaissez assez bien. Là, juste entre les deux tours, Oscar Temaru, qui est le chef du parti indépendantiste, a fait démissionner l'ensemble de son gouvernement en disant « Je ne peux pas accepter que l'État français s'immisce dans nos élections. » Pourquoi ? Parce que l'un des ministres est soupçonné d'abus de bien pouvoir, je crois, et était en but à la justice. Alors, les uns parlent de manœuvre politique, d'autres disent que c'est purement et simplement la gabegie en Polynésie. D'un autre côté, et je cite tout, Gaston Floss a, semble-t-il, perdu les élections aussi parce que avant, il envisageait de s'allier avec Oscar Temaru. Il avait déjà fait l'alliance. Il avait déjà fait, mais il envisageait de recommencer l'alliance, c'est-à-dire l'alliance entre la carpe et le lapin, c'est-à-dire entre l'indépendantiste et le chiracien, disons les choses simplement. Donc voilà, on a l'impression, vu de loin, que la situation d'instabilité perdure. Et vous oubliez encore. Alors, Éric Zemmour. Vous oubliez un élément qui est une nouvelle donne depuis 8 mois, c'est que le ministre en charge de Christian Estrosi voulait se débarrasser de Floss et de Temaru. C'est ça qui est intéressant, c'est que la nouvelle donne Gaston Tong-Sang serait donc le candidat. C'est ça le paradoxe. C'est plus large que ça. Oui, je suis d'accord. C'est beaucoup plus large que ça. Mais en tout cas, c'est vrai. Mais il est clair que Estrosi et Sarkozy jouent l'après Chirac, la destruction du système Chirac, et que ce Tong-Sang est l'homme, c'est ça le paradoxe, de la Sarkozy. Alors, Nadir Djenad, mais je suis d'accord. Parce que sur place, les mots ne veulent plus rien dire. Je suis d'accord. C'est l'idée d'une autre. C'est l'idée. Est-ce qu'on peut relancer un espace politique qui soit pas corrompu, qui soit pas complètement lié? Voilà. Je suis d'accord. Alors, mais on va. choix. Ça veut dire que vous mettez aussi dans l'espace des anciens et des passés Oscar Temaru. Mais un petit mot, Nadir Djenad. Ce que c'est ce que vous disiez, Dominique Volton, concernant la chute de Gaston Floss dès 2004. Mais est-ce que vous vous souvenez que dès 2004, c'est ce qu'on appelle toute la Chiraquie d'outre-mer qui a chuté. Absolument. Lucette Michaud-Chevry en Guadeloupe, Jacques Lafleur en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est la fin d'une époque, la fin d'un style de gestion de ces populations lointaines. Mais j'ai le sentiment aussi que l'instabilité perdure en Polynésie. Depuis 2004, il y a eu 4 gouvernements, 3 motions de censure, et une des raisons de la défaite de Gaston Floss, c'est que son électorat, c'est clair, ne lui a pas pardonné son alliance avec Oscar Temaru en août dernier, contre Gaston Tong-Sang. Pour expliquer l'instabilité, on avait une loi électorale qui était particulièrement tordue, une absence de justice sur place, tout était donné pour que la situation se devienne de plus en plus délétère. Donc si vous voulez, ce qui se joue avec Gaston Tong-Sang, c'est quand même la chance d'un renouveau politique. On verra ce que ça va donner. Oui, parce que le paradoxe... On va donner la parole à Dominique, on va donner la parole à Francis Legault, qui ne l'a pas prise encore et qui a droit, et qui en plus hoche d'un air très dubitatif à vos propos. Non, oui, je suis. Bien sûr qu'il vient du même parti Gaston Tong-Sang au départ. Je suis très sceptique parce que je ne vois pas très bien Tong-Sang. Vous ne voyez pas le renouvellement au travers de Gaston Tong-Sang. Surtout pas le symbole du renouveau politique en Polynésie. C'est au peuple le temps de faire leur histoire. C'est au peuple, oui, bien sûr, mais avec les acteurs, c'est ça la question. La question est là. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer quand même donc la perception des Polynésiens de leurs hommes politiques, parce que apparemment il y a quand même un déficit de crédit très important, et on ne peut pas, prendre les mêmes acteurs, recommencer la même histoire indéfiniment. Et moi, je vous dis ça parce que en fait, en lisant Tahiti Press, j'ai noté cette phrase très intéressante où l'auteur d'un papier dit que la Polynésie, les plus belles îles au monde, sont sur le point d'être livrés sur un plateau à une bande de pirates habillés en élus avec la collaboration de la France. Et les brochures touristiques pourront afficher la Polynésie, République banane des pirates. Vous voyez que ça résume un peu l'opinion... C'est Tahiti Pacifique, ça. Voilà, ça résume l'opinion des électeurs, en tout cas. Leur opinion des acteurs politiques, et c'est important. Alors, je vais juste finir parce que
Moi, au fond, je me demande quel est le véritable statut de la Polynésie française. Et qu'il y a une relation très ambiguë avec la France en tant que département, c'est ça? Non, collectivité c'est une collectivité. Il y a un gouvernement avec des ministres. Bien sûr. Ce qui est une spécificité, je dirais, française aussi. La collectivité territoriale. On a la même chose en Calédonie. Voilà. Mais quels sont les liens? On a le même problème d'ailleurs. Il y a un risque de guerre civile. C'est-à-dire quel est le protocole relationnel politique qui existe entre ces communautés territoriales et l'État central? Je veux dire que toute la question est là. Alors quand on voit aujourd'hui, par exemple, que Christin Estrosi est suspecté en tout cas d'être intervenu de manière un peu excessive dans cette élection, et jetant d'ailleurs le doute sur les résultats, du coup, on peut se demander finalement si on n'a pas affaire, je veux dire, à une intrusion un peu excessive. Alors, c'était Marou qui dit que M. Christian Estrosi est intervenu. On n'en sait rien. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul à le dire. C'est vrai. Alors, il y a des articles également dans les journaux, dans le monde, qui parlent des coups de fil très particuliers entre Christian Estrosi et certains. C'est possible. Alors, Dominique Volton, on va laisser à Dominique Volton la conclusion parce qu'on va continuer à discuter de la même. Si vous voulez, la Polynésie, c'est à peu près la surface de l'Europe. Il faut quand même se rendre compte sur les îles. Donc, par conséquent, c'est pas M. Estrosi ou M. Dupont, Mme Durand qui peut, en téléphonant faire une élection, il faut quand même pas exagérer. Attendez, je voudrais juste finir. Si la Polynésie soit une terre sur laquelle il n'y a pas beaucoup de vertus politiques de la part des intrusions des acteurs politiques les uns les autres, je suis 100% d'accord. Pour y avoir fait de la recherche et m'intéresser beaucoup au Pacifique, oui, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, il faut laisser, je veux dire, c'est vrai que c'est les mêmes qui recommencent, mais il y a quand même un changement politique qui se produit. Sur le fond de l'affaire que vous soulevez, moi ce qui m'intéresse beaucoup de la part de la France et en Europe, le pays qui a le plus de collectivités territoriales, il y en a 10, avec des statuts qui sont finalement de plus en plus différents. Autrement dit, la Guadeloupe, c'est pas la même chose que la Guyane, c'est pas la même chose. Je trouve qu'en sciences politiques et en théorie démocratique, c'est extrêmement sophistiqué ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire que nous avons des liens du département jusqu'à des liens de quasi-indépendance qu'on a avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Calédonie ou avec la Polynésie. Et franchement, quand on connaît le Pacifique, des pays indépendants à 300 000 personnes au bout du Pacifique, ça ne tient pas. Par contre, avec des quasi-indépendances, des liens avec l'Europe, parce que si vous êtes lié à la France, vous êtes lié à l'Europe, vous avez une invention politique, si on est capable de la tenir, qui peut être intéressante pour sortir de la dichotomie dans laquelle on est, dans la logique du XXe siècle, c'est soit un modèle de lien trop fort, soit de l'indépendance. Vous avez des situations politiques où l'indépendance vous fait couler dans votre identité culturelle. Et moi, ce que je n'arrête pas de dire, c'est que l'enjeu du Pacifique, parce que vous allez avoir toutes les îles Kiribati, c'est plus important de conserver une identité culturelle que d'avoir une indépendance qui vous fait couler dans un lac américain. Et le paradoxe, c'est que le lien avec une puissance anciennement coloniale comme la France permet à la Polynésie française, et c'est le même enjeu pour la Calédonie et pour Wallis, finalement de mieux conserver une identité culturelle que si vous étiez indépendant. C'est un vrai débat. On va continuer. C'est un vrai débat. Bien sûr. Attendez. Le deuxième tour des élections. J'aime quand je vous entends dire ça. La France invente. Et c'est une opinion. C'est une opinion. Et une opinion que je partage. Ça s'appelle le coup de pied de l'âne. Dominique, ne réagissez pas à la provocation. C'est le coup de pied de l'âne. On va continuer sur le Pacifique parce que là, on est en train d'aller très vite. D'autant qu'il y a un deuxième tour en Polynésie et qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, en Nouvelle-Calédonie, qui est elle aussi dans le Pacifique et qui elle aussi a des liens très profonds avec la France, en 2009, c'est-à-dire demain finalement, la Nouvelle-Calédonie organisera un recensement et pour la première fois, ce recensement sera accompagné de questions ethniques grâce à un décret autorisant cette démarche au pouvoir public calédonien, c'est-à-dire un décret exorbitant du droit français finalement. Là où en France il y a un véritable débat en métropole où les choses sont très compliquées, en Nouvelle-Calédonie, c'est fait, si j'ose dire. Ça sera sur le mode déclaratif, c'est-à-dire que chacun dira ce qu'il a envie de dire sur ce qu'il est et sur les questions ethniques. Alors, est-ce que finalement on a là un laboratoire de ce qui se passera plus tard en métropole, Nadir ? Il faut dire que c'est une tradition en Nouvelle-Calédonie qu'il y ait des recensements ethniques. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs recensements. Depuis les événements. Voilà, même depuis la Seconde Guerre mondiale, les différents recensements prévoyaient des données ethniques. Cela arrange toutes les composantes de la population de Nouvelle-Calédonie. Quand Jacques Chirac avait décidé justement de refuser d'ôter l'utilisation des données ethniques, il y avait les indépendants
indépendantistes, la Ligue des droits de l'homme de la Nouvelle-Calédonie, qui était montée au créneau, qui avait protesté en disant que la Nouvelle-Calédonie reste marquée par le colonialisme. Mais parce que Jacques Chirac avait refusé. Voilà, exactement. La Nouvelle-Calédonie reste marquée par le colonialisme. Donc un recensement où on peut justement compter toutes les populations, où on a les différentes composantes de la population, peut permettre la mesure exacte de la réalité coloniale en Nouvelle-Calédonie. C'est l'argument utilisé par les indépendantistes. C'est l'argument utilisé aussi en métropole. Dominique Volton, on essaie d'être plus bref. Je dis ça parce que le temps tourne. Oui et non. Les accords de Matignon, les 2 accords de Matignon reconnaissent un statut particulier à la Calédonie parce que vous avez, c'est quoi? Ce qui s'est passé en Calédonie, c'est un risque de guerre civile entre des Kanaks et le reste des Calédoniens et les Caldoches. Avec la question aujourd'hui, est-ce que Kanaks et Caldoches peuvent faire une nouvelle identité qui s'appelle les Calédoniens? Donc c'est un défi politique qui est très important pour l'avenir. Et on a accepté de manière exceptionnelle la question du gel d'un corps électoral pour que justement la minorité kanak ne soit pas perdue. Alors, on explique en 2 mots, Dominique Volton, j'explique en 2 mots parce que sinon personne ne comprend. Le gel électoral était une demande des Kanaks qui sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie et qui souhaitaient qu'on gèle le corps électoral à une certaine date. En l'occurrence, faut habiter 10 ans, me semble-t-il, sur la terre néo-calédonienne. Je crois que c'est ça les principaux éléments. Mais c'est pour que tout le monde comprenne, parce que le gel électoral, c'est un peu compliqué. Il y a un calendrier très sophistiqué mis en place à la suite des événements d'Ouvéa avec Rocard, qui y aura un vote définitif sur les Calédoniens, savoir s'ils veulent être non indépendants. Donc la question de savoir le corps électoral est important. Ceci dit, c'est une situation qui, encore une fois, est une invention politique. J'en donne une autre qui concerne la France. On ne le sait jamais assez. À Mayotte, vous avez la possibilité dérogatoire du droit français d'avoir 2 droits qui s'appliquent. Soit le droit français, soit le droit musulman. Et quand on va à Mayotte, on s'aperçoit que c'est une innovation politique. Et j'espère bien que la France aura l'intelligence de garder sa dualité des droits. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, notre universalisme est quand même capable de tenir compte des contextes locaux. Parce que si vous appliquez une loi de manière stricte, ça fait du néocolonialisme. À Wallis-et-Futuna, le roi incarne la coutume. Exactement. À côté donc de on la a 3 cas de française. situation qui permettent de montrer que, il y a des principes universels et qu'on tient compte des réalités. Quant à savoir si l'ethnicisation, enfin le comptage pourrait à terme donner le même mécanique en France, non, ça n'a pas de sens, bien sûr que non. Mais simplement, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que ça nous oblige à comprendre que les êtres humains, même s'ils appartiennent à un même pays, ils ne sont pas dans le même cadre. Et la question de savoir, c'est quelle est la proportion entre les dimensions universalistes qu'on doit conserver et la prise en compte les particularismes. Voilà. Bon, alors Éric Zemmour. Oui. J'écoute, je suis tout oui. J'entends donc que dans certains coins de la France, même éloignés, on peut donc avoir la préférence nationale, que ici on vomissait quand c'était le Front National qui en parlait, le comptage ethnique et le droit musulman qui s'impose. Non mais c'est ça que vous mélangez tout, Éric. Mais oui, on parlait de Mayotte d'un côté, mais on parlait de la Nouvelle-Calédonie. J'ai fait exprès. Essayons d'être clairs, parce que c'est déjà assez compliqué. J'écoutais ce que disait Dominique, donc je répète ce qu'il disait. Non. Pour la Nouvelle-Calédonie. Non, vous ne répondez pas. Dominique, vous dites autre chose. Cessez de répondre aux provocations qui se multiplient. Bon, Éric Zemmour. En tout cas, plus sérieusement, je note que, plus sérieusement là, il y a quand même préférence nationale, 2 comptage ethnique qui ferait, Kanaks, mais si, puisque les Kanaks demandent en fait de geler le corps électoral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des Français ne peuvent pas aller en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent y aller, mais ils ne peuvent pas voter, sauf s'ils n'y sont pas. Sauf s'ils n'y sont pas. Ça s'appelle la préférence nationale. Pardonnez-moi, parce que c'est assez précis. Ils ne pourront pas voter sur le seul scrutin dont on parle depuis tout à l'heure. Ils peuvent voter à tous les autres scrutins, ça va de soi. Tous les scrutins, sauf sur le référendum d'autodétermination qui est prévu en 2014. Excusez-moi, c'est comme si on disait. Mais on sort d'une guerre civile, là-bas. Faut quand même être un peu. Non, mais attendez. Je comprends. Je dis simplement. Si on avait la même intelligence politique au Kenya dans d'autres situations, je ne dis pas que ça s'explique pas. Je dis que c'est intéressant de voir que ici, vérité en deçà, erreur au-delà. C'est vieux comme Pascal. Donc non, mais tout le monde est conscient qu'il y a un droit exorbitant du droit commun en Nouvelle-Calédonie depuis les accords Matignon. C'est plus qu'exorbitant. La question est de savoir si ça peut permettre de prédire l'avenir. C'est contraire au principe qu'on défend mordicus ici. Ça n'a rien à voir. Mais non, je suis c'est pas rien à voir. À quel principe? C'est contraire au principe. On nous dit, mais imaginez que les Corses obtiennent
la même chose et qu'on dise, voilà, on va Vous n'êtes avoir... pas installé depuis 10 ans sur Exactement, vous sur n'avez l'île pas de le droit de voter, vous ne voter. pourrez pas voter. De toute façon, Mais sauf que, encore, sauf qu'encore, c'est Éric Zemmour. S'il vous plaît, vous êtes plusieurs à parler en même temps. Sauf qu'encore, c'est Éric Zemmour, il n'est pas question pour l'instant d'un référendum Et pourquoi les d'autodétermination. nationalistes le Alors, demandraient? on va passer la parole que là, à la Francis mauvaise foi est Laloupo. passée. Non, mais je veux S'il vous juste- plaît, Francis je Laloupo. vais juste relever ce malentendu parce que c'est pas du tout ce que disait Dominique Volton, si j'ai bien compris. Il parlait de la diversité des dispositifs J'ai bien compris. politiques qui permettent d'abord de maintenir la diversité J'ai au sein de la bien République compris. et la paix républicaine. Mais Je veux dire, j'ai compris. C'est pas plus compliqué. Sauf que c'est contraire au principe de la Mais République. Éric Zemmour, s'il Mais vous la plaît. République, elle n'est pas écrite pour une Attendez. fois, pour Si, toujours. mais C'est si, sûr que non. S'il vous plaît, s'il vous Bien plaît, sûr Éric que si, Zemmour, mais c'est que ce Éric Zemmour. relativisme. Maintenant, Évidemment, voilà que vous vous mettez à intervenir à tout Oh non, moment mais parce parce qu'on que vous donne là, la parole. On ne peut quand même pas nier, Eric, la relation particulière, spécifique qu'il peut y avoir entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Je ne nie pas. On peut pas nier. Donc, c'est-à-dire, ça On va demande pas quand même, appliquer, ça demande quand même c'est des du protocoles colonialisme, très ça. Non, particuliers. non, ça s'appelle la République. Ou Non, alors, non, ils mais sont la bien République, indépendants. Alors, attendez, la République, elle a été s'il vous plaît, coloniale. s'il vous plaît, vous êtes Mais la 4-3 à parler en Mais la même temps. République a été colonialiste. S'il vous plaît, totalement s'il vous plaît, colonialiste. on perd du temps bêtement parce que la personne n'entend rien. La question, elle est simple, et je vais peut-être demander à Francis Laloupo de finir son intervention et de répondre à ça. C'est que Éric Zemmour, finalement, nous dit, c'est exorbitant du droit de la République pas exorbitant, française. c'est contraire. C'est contraire au Mais droit il de la n'est pas République propriétaire française. du droit de la République. Mais Mais il me semble que si tel était le cas, Enfin, c'est si voté par tel le était le Parlement, cas, enfin, c'est voté. le Et Parlement, alors, mais, s'il vous voté plaît, par le Le Parlement comptage français. ethnique a été refusé S'il par le vous Conseil plaît. constitutionnel au nom de la République. Non, enfin, vous rêvez. en quoi. métropole. Et alors, mais En alors, métropole. alors, ce qui est bon, ben, c'est bien ce que je dis. Ce Mais qui est ça, bon en c'est ce que métropole les n'est pas bon députés- ailleurs. Dans Mon cher Éric Zemmour, s'il vous plaît, Mon mon cher Éric Zemmour, Je sais que vous savez Non, tout. mais c'est vous avez impossible, intérêt là. à un peu vous informer. Dominique vous voyez. Volton, s'il vous plaît. Mon cher Éric Zemmour, ça a été voté Vous savez par tout. les députés En sachant rien. et accepté par le gouvernement. Bien sûr. Mais c'est- Il faut le Et savoir. alors, ben Alors oui, après, c'est on des peut lois. considérer, D'accord. on peut considérer Mais que je ce suis n'est pas la même chose que ce qui se passe en France métropolitaine. Et c'était même bien l'objet du débat. Mais la question est peut-être de répondre à cela. Est-ce bien, même si ce n'est pas la même chose qu'en métropole, est-ce bon pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Mais C'est alors, ça la mais seule question qui compte. Mais attendez, certains peuvent estimer que Ils ont tous voté, là. qu'en France, ça serait bon pour l'avenir de la France d'appliquer ce genre de principe. Excusez-moi. Alors là, vous retournez tout. Et moi, j'ai le droit de dire. Le débat est ouvert. Eh ben oui, c'est bien c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on peut dire en France, c'est bon pour l'intérêt de la France de faire le comptage ethnique, de faire la préférence nationale. C'est bon. C'est une opinion. Non. Je dis pas. C'est pas ça le débat. Personne n'a Ah, posé c'est pas cette ça le question-là. débat. D'accord. Alors, Alors quand Francis c'est en Laloupo. Nouvelle-Calédonie, Mais- là c'est le débat. Et quand c'est bon. D'accord. Francis Laloupo. Je vais dire un Mais mot. c'est- Et on va avancer un peu Moi, quand plus. j'entends ça, c'est nier tout le processus qui était extrêmement complexe. Dans les années 90, pour ramener quand même la paix dans ce territoire qui allait exploser. Et il a fallu, je crois, beaucoup d'intelligence politique pour arriver à amener cette paix-là. Je pense aux démarches des gens comme Edgar Pisani, par exemple, ou de Roca plus tard. Et je veux dire, à des gens aussi sur place qui ont pu faire ce travail, qui a permis, je veux dire, de mettre en place cet équilibre fragile, subtil, et qui est encore précaire, et On qu'il s'est faut, assis sur les principes qu'il faut républicains, c'est consolider S'il vous tout le plaît. temps, notamment en tenant, je veux dire, en tenant les promesses qui ont été faites à la Nouvelle-Calédonie. C'est Mais important. je ne dis Il y a pas. des promesses politiques, il faut les tenir. Alors, pour répondre précisément à la question de Jean-Marc, je pense que il est normal et juste que la loi s'adapte de temps en temps à la réalité du terrain. Bah alors, Dominique Moi, Volton. je- On essaie. ajouter- Ah pardon, Nadir Djenad et ensuite J'aimerais Dominique juste Volton. ajouter, Pardon. C'est que moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même un divorce assez profond entre communautés sur place en Nouvelle-Calédonie. Il y a des tensions, vous l'avez évoqué, il y a un risque de guerre civile. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le principal syndicat indépendantiste a organisé, l'USTKE. voilà, l'USTKE organisé Les rapports des sociaux, en actions. tout cas, sont Les rapports brutaux sociaux sont et- très tendus, mais il y a quand tendus. même un arrière-fond politique et notamment Bien de sûr. revendications. Ce principal syndicat, par exemple, souhaite la fin des discriminations dont sont victimes les Kanaks sur le plan de Référence à l'emploi sur régional. le plan de l'emploi, sur le plan des, sur le plan des chemins, salaires. des chemins. Mais il y a autre chose aussi. Je dirais que depuis l'élection présidentielle, il y a une tension entre le FLNKS et l'UMP, par exemple, et notamment Christian Estrosi, parce qu'il y a quand même une certaine ambiguïté de certains élus UMP, et même de Christian Mais cette Estrosi tension existe concernant depuis l'accord de nombreuses années. hein. concernant l'accord de Nouméa et concernant ce scrutin d'autodétermination. De nombreux élus UMP locaux ne veulent pas entendre parler d'un scrutin d'autodétermination, encore moins De nombreux élus locaux ont employé les arguments relayés tout à l'heure par Éric Zemmour, pour dire les choses clairement. C'est une confrontation Ah oui, et alors permanente. Alors, on va donner le mot de la fin à Dominique une opinion Volton. qui se défend. Pour une fois, on donnera le mot de la fin. C'est une opinion S'il vous qui plaît. nie l'histoire. Mais pas, Oui. mais moi, vous, votre opinion ni les principes. Moi, je veux bien.
Alors, il faut pas en parler comme ça. attendez, s'il vous plaît, Mais- s'il vous plaît. On va laisser la parole pour la conclusion sur ce thème à Dominique Volton. La question des Outre-mer, d'une manière... Et vite. Bien sûr, je vais être correct. La question des Outre-mer, c'est des droits et devoirs réciproques. Et hélas, on n'est pas assez clair dans les droits et devoirs réciproques, d'une part. D'autre part, l'État français n'est pas exempt d'énormes critiques selon les différents territoires. Si nous restons simplement sur le Pacifique, où il y a hélas énormément d'inégalités économiques et sociales, qui nourrissent toutes les haines, etc., la chose qui est intéressante, c'est que la France essaye d'inventer, malgré toutes les erreurs, les coups et les erreurs, elle essaie d'inventer une cohabitation, un principe politique qui permette d'organiser la cohabitation de peuples, de traditions, de cultures. Et ça, c'est très important pour l'avenir dans le monde. Quant à M. Zemmour, je suis obligé de vous dire une chose, M. Zemmour. Il y a des centaines d'hommes politiques qui sont occupés des questions d'outre-mer, et notamment de la Calédonie, avant vous, et qui sont tout aussi républicains que vous, qui n'ont pas le sentiment qu'on s'assied sur le principe de la République. Vous comprenez? La République, c'est pas des tables de la loi qui sont inscrites pour toujours. C'est une intelligence politique qui est capable de voir comment on adapte des principes à des réalités historiques qui ont changé. Voilà. Donc vous n'êtes Alors, pas le détenteur de la République. Voilà. Il faut dire quand même, pour préciser l'opinion que vient de développer Dominique pas une Volton, opinion, qu'il y a, c'est pas une opinion. il y a C'est aussi un fait. des élus de la République qui sont pas d'accord avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie très peu. et le recensement ethnique. Non, mais il y en a aussi, il faut le dire. Écoutez, La vérité franchement, exige de le dire. Sur la Calédonie, Non, il n'y en a pas quasi beaucoup, c'est consensus. exact. Enfin, écoutez, Mais c'est c'est vrai que... quasi consensus. Faut Bon. le reconnaître. Oui, non. Plus que pour la Polynésie. Hein. Plus que pour la Polynésie, Et là, c'est plus vrai. que pour C'est Mayotte. vrai. Moi, C'est je vrai. voudrais bien qu'il y ait la même intelligence politique, parce que Mayotte, c'est l'islam, et je voudrais bien qu'il y ait en France la même intelligence politique que nous essayons de déployer en Calédonie, et j'espère un jour demain en Polynésie, que nous ayons le même pour Wallis. On va avoir l'occasion de discuter On est trop de Mayotte. caricatural avec Wallis, et on n'est pas assez intelligent avec ce qui se passe à Mayotte. Où Alors, Mayotte est bon, une terre de cohabitation sociale politique extrêmement intéressante pour l'avenir, disons, des modèles politiques. Bon, alors voilà, on aura l'occasion d'en discuter d'abord parce que, je le rappelle, les élections polynésiennes, c'est encore le deuxième tour et le tour définitif demain avec l'Assemblée territoriale et la formation du gouvernement. Mais je voudrais qu'on revienne plus près en métropole, au moins en kilomètres. Bon, cette fois, ça y est, que ce soit la TNS, Sofres, le CSA, les sondages se succèdent, mais le résultat reste le même. Le président de la République est en chute libre. 55% des Français ne lui font pas confiance selon la Sofres. 52% des Français estiment que son action va plutôt dans le mauvais sens selon CSA. Alors, Éric Zemmour, on passe de l'état de grâce à l'état d'alerte? Écoutez, c'était assez inéluctable pour, je crois, pour deux raisons. Premièrement, le fait que Sarkozy se prend de plein fouet la crise économique, donc il n'aura pas la croissance qu'il avait promise d'aller chercher avec les dents. Cette espèce de volontarisme économique se retourne contre lui, puisque les gens voient bien que ça ne marche pas. Et deuxièmement, je pense que son comportement personnel, son comportement de 68ard hédoniste, je dirais, contredit exactement sa campagne et donc a exaspéré une partie de son électorat qui justement avait voté pour lui parce elle avait entendu, la partie de cet électorat. Je crois qu'il voulait liquider mai 68. Et c'est pour ça que je dis ça. Cette partie de l'électorat avait entendu ce discours de liquidation de mai 68, et elle découvre un président qui se comporte comme un 68ard jouisseur. Cohn-Bendit a eu Ça, c'est l'idée que vous faites. Non, pas du tout. Cohn-Bendit. On va laisser finir. Déjà que j'ai pas Mais c'est bon qu'Éric déjà que j'ai pas le monopole de la République, donc j'aurais pas le monopole de 68, mais Cohn-Bendit a eu ce mot délicieux, il a dit Sarkozy jouit sans entrave. Donc c'était le slogan de mai 68, et c'est exactement comme ça qu'une partie de son électorat ressent ça, c'est-à-dire passer comme ça d'une famille à l'autre, et ces divorces à répétition. Je pense que son côté people, on va dire ça comme ça. Moi, j'appelle ça son côté 68ard. Et je pense que les électeurs, une partie des électeurs de droite et de Sarkozy sont vent debout contre ce comportement. La conjonction des deux, me semble-t-il, fait que explique Sarkozy, la baisse dans les sondages. Exactement. Nadir Djenad, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, c'est clair que il y a un désaveu de l'opinion à l'égard de la politique économique et sociale. Je pense que c'est le principal élément, et vous l'avez dit, le président Sarkozy, lors de la campagne présidentielle, s'était présenté comme le président du pouvoir d'achat. Il a annoncé son impuissance en disant que les caisses étaient vides. Oui. Énorme déception chez l'électorat ouvrier, donc ça, vous l'avez dit, populaire. Deuxièmement,
c'est vrai son attitude de people qui choque de plus en plus. Moi, je dirais une certaine désinvolture du président de la République, notamment par exemple, voilà, lorsqu'il consulte son portable chez le pape. Je pense que ça a beaucoup choqué une partie de son électorat et un électorat, par exemple, ça choque tout le monde, mais peut-être son électorat le plus âgé, en tout cas, ça a choqué. Non, mais pourquoi vous regardez Dominique Bolton quand vous êtes plus âgé, Nadir? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Parce qu'il me parlait, mais sans doute. Donc, voilà, sa façon d'habiter la fonction présidentielle ne fait pas du tout l'unanimité, mais bon, ça, ce sont les sondages. Moi, je pense que ce qui est plus inquiétant, c'est que sa majorité commence à gronder de plus en plus. On entend de plus en plus des élus dire que ça ne va pas. Sont pas loin. Les sondages vont plomber les municipales. Mais justement, par rapport aux municipales, j'ai lu ici ou là que certains candidats UMP ne voulaient pas du tout s'afficher avec Nicolas Sarkozy dans leur ville. Il n'est pas souhaité partout. Voilà. Pardon, Dominique Bolton et ensuite Francis. Alors, premièrement, c'est grave. Faut quand même dire une chose. C'est grave qu'une crédibilité soit si vite entamée. Ça fait même pas un an. Il n'est pas le premier. Hein. Quand on regarde les autres présidents, c'est grave parce certains comme Jacques Chirac ont une baisse de popularité assez rapide. Dans un deuxième mandat, en 6 mois. Mais premièrement, ensuite de ça, quand vous dites que vous faites la rupture et compagnie, que le boomerang vient si vite, non, ça pose un problème. Parce que même si ça remonte, manifestement, il y a une cicatrice qui se fait. Alors, je ne sais pas si c'est du décalage entre les promesses économiques et la réalité économique et sociale, si c'est le télescopage entre la crise mondiale et ce comportement privé. Ce qui est sûr, c'est que le matraquage médiatique produit un boomerang gigantesque. Et pour la millième fois, il faut dire à ceux qui ont bombardé du Sarkozy depuis des mois et des mois que finalement, ici, la branche, non seulement sur laquelle les médias sont assis, mais sur... Deuxièmement, c'est embêtant pour un président de la République qui dit « je veux changer un certain nombre de choses ». Et manifestement, la force de la politique, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est pas du tout un problème politique que je dis là. La force du politique, c'est qu'il peut changer les règles du jeu. Et il est arrivé en disant « je veux changer un certain nombre de règles du jeu ». Et finalement, la vague retour de Tsunami est tellement violente qu'on ne va même plus voir, hélas, ce que lui voulait innover. Ce qui pose comme un vrai problème. Et troisième chose, qu'on soit partisan ou pas du président Sarkozy, il ne peut pas agir avec si peu de temps, avec aussi peu de légitimité. Donc il va falloir, s'il se recale sur son électorat traditionnel, par définition, il va être en contradiction avec toute sa politique depuis qu'il est élu. S'il continue à maintenir, puisque sa politique depuis le début, c'est j'essaie de faire autre chose, je veux boucher un petit peu les frontières gauche-droite. Donc il va se retrouver, et après tout, il a le droit de vouloir faire ça. C'est ça que je veux dire. C'est la force de la politique de vouloir faire bouger les choses. Donc si tout se rétrécit en si peu de temps, ça veut dire, je ne sais pas quelle marge de manœuvre il aura, ou alors simplement de revenir à une dichotomie classique gauche-droite, où là, pour le coup, on aura perdu une occasion de rebrasser un petit peu les problèmes ou les logiques. Alors, Nadir veut dire un mot, puis Francis quand même. Disait Dominique, qui aura la palme de la courtoisie. Hein. Sur l'omniprésence médiatique, quand on regarde les résultats, par contre, le Premier ministre, lui, est plutôt populaire. Donc on a l'impression que François Fillon il s'inscrit entre eux. C'est pas seulement le problème économique. Voilà, il est récompensé par son côté discret, son côté sérieux, par rapport à l'omniprésence médiatique du président. C'est pas seulement le problème économique et social. On va donner la parole à Francis. Une très belle passerelle. Et d'abord, moi, je ne sais pas comment on peut dissocier la politique du Premier ministre de celle du président de la République. Donc déjà, bon, je veux dire que ça montre un peu le... Mais on ne dissocie pas, Francis. On ne dissocie pas. Les gens ne dissocient pas. Si, dans les sondages. Non, parce qu'il y a d'autres problèmes que la politique. Si, dans les sondages. Justement, on va laisser Francis s'exprimer. Ça révèle justement que ce que les gens sanctionnent à travers les sondages, c'est moins les résultats d'une politique qu'on ne connaît pas encore, puisqu'au fond on peut pas en 6 mois mesurer les résultats d'une politique. C'est moins donc ces résultats-là qu'une manière de faire de la politique. C'est cela. Sinon, dans le fond, on peut pas dissocier les deux politiques. Moi, je vais juste rajouter à ce que m'ont dit mes confrères que ça relève simplement de la stratégie de communication du pouvoir, une énorme faille. Et aujourd'hui, on peut dire que la politique de civilisation, qui a été donc, je dirais, l'idiome politique, le slogan qui est lancé le 31 décembre, cette politique de civilisation a vécu complètement cramé, parce que ça devait normalement remplacer le travailler plus pour gagner plus. Ça devait être les gens veulent se souvenir de gagner plus. Ça devait être le thème. Je comprends assez bien d'ailleurs. C'est universel. Ça devait être le thème de nouveau calendrier, peut-être pour 6 mois, pour 1 an, mais malheureusement, donc ce thème est totalement cramé. Éric Zemmour, ensuite Dominique Bolton. C'est ce que moi je note, c'est le syndrome giscardien. C'est-à-dire que Giscard, de la même façon, souvenez-vous, en 74, a essayé, pas beaucoup, un petit peu, c'est vrai Dominique, mais regarde, d'après moi, les municipales seront à Sarkozy ce que les cantonales furent à Giscard, et Dominique a raison, c'est un peu plus tard, c'est en 76. Donc, ne nous battons pas pour non, mais il a raison. Essayons de comprendre le cheminement de pensée. Il a encore perdu 6 mois par rapport à Giscard, mais cheminement de pensée d'Éric Zemmour.
dans la Giscardie, qu'est-ce que c'est? C'est comme a dit Dominique, la volonté de brouiller les lignes. Vous vous souvenez, l'ouverture, c'est déjà Giscard, Servan-Schreiber, François Giroud, etc. 2, c'est le mythe américain, le mythe Kennedy, qui est très présent chez Sarko et chez Giscard. 3, c'est la désacralisation de la fonction. C'est-à-dire la démonarchisation. Giscard jouait de l'accordéon. Voilà. Et Nicolas Sarkozy s'achète des montres. C'est lié dans la mythe, absolument. C'est lié dans le mythe, c'est lié au mythe américain d'ailleurs. Et le résultat, c'est que effectivement, la polarisation politique revient vite et que l'électorat de droite a abandonné Giscard. C'était ça le problème de Giscard, c'est que l'électorat de gauche a rejoint la gauche et que l'électorat de droite a abandonné Giscard. Le risque pour Sarkozy est le même. Donc je pense, moi, que la solution pour Sarkozy, c'est de revenir à ces fondamentaux qui sont, selon moi, le régalien. C'est-à-dire tout ce qui a trait au régalien, sécurité, etc., identité nationale, etc. Je crois que c'est pour ça qu'il a gagné la présidentielle et que c'est sa seule façon de revenir dans le jeu. Alors, peut-il encore revenir dans le jeu? Et ça sera la dernière question sur ce point. Ah oui, heureusement, l'avantage énorme de la Oui, il y a 4 ans, quand même. Ça rebrasse les cartes. Mais moi, je voudrais, sur les causes d'un décrochage extrêmement rapide, quand même, ça veut dire, je l'ai dit, matraquage médiatique, attention, et 2, faut se méfier. C'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils adhèrent. Et c'est pour ça que la logique des sondages est extrêmement trompeuse et par rapport aux journaux qui passent leur vie à commenter des sondages. Ça fait des années que je leur dis, écoutez, faites votre travail de journaliste, faites une analyse qualitative plutôt que de faire du quantitatif. Tout à fait d'accord. Et ces sondages sont une tragédie parce que les pauvres politiques passent leur vie avec ça. Et la tragédie des journalistes, c'est de faire la même chose. Ça raccourcit le temps de réflexion et le temps de décision. Mais par contre, les hommes et les femmes, ils entendent, ils regardent, ils en pensent pas moins, et ils disent quelque chose, ils pensent autre chose, et ils font une troisième chose. Et donc, par conséquent, comme on est des peuples plutôt cultivés et politisés, donc ça change. La deuxième, je crois que qu'il y ait changement de style, c'est une chose, mais jusqu'où y a-t-il la possibilité de changement de style? Et ça, c'est un vrai problème en politique. Deuxièmement, parler de modernité, ça ne suppose pas être synonyme de banalisation. Et c'est pas que les Français sont des vieux conservateurs réactionnaires qui veulent garder un roi, pas du tout. C'est que vous êtes un président élu, vous n'êtes pas un roi élu, c'est fondamentalement différent. Mais il y a tout de même un minimum de style et de protocole à conserver, parce que en démocratie, il n'y a plus qu'une élection suffrage universel comme caution. Et dernière chose qui a continué de brouiller les identités, c'est qu'il a été omniprésent surtout dans une espèce d'équation fausse entre action et communication, et une capacité à intervenir. Et les gens disent avec un bon sens évident, mais attendez, il peut pas tout faire. Voilà. Il peut pas tout faire. Il faut hiérarchiser. Et donc, par conséquent, ou bien le coup va être entendu, et tant mieux, et on verra s'il se repositionne sur du centre ou sur de la droite. Mais en tout état de cause, je pense que toute la classe politique, quels soient ses choix, aurait intérêt à réfléchir à ces limites de la pipolisation, de la médiatisation, de la tyrannie des sondages et compagnie. Il y a vraiment des choses à mettre. Cher Dominique, vous avez raison, mais je crains qu'ils ne l'entendent pas. Non, je crois pas. On verra bien. Parce que ça ne concerne pas seulement simplement là, pendant que nous enregistrons l'émission, Ségolène Royal est un exemple parfait de parler de sa séparation avec. S'il vous plaît. Elle en parle objectivement avec un peu plus de. S'il vous plaît. Et évitons ce genre de discussion stérile pour l'instant. On a quasiment fini l'émission. Simplement, il se trouve, je vous le dis à tous, on enregistre l'émission le vendredi, et nous venons d'apprendre un certain nombre d'incidents qui se déroulent au Tchad. Il semble que des colonnes rebelles soit près de N'Djamena, la capitale, et que l'armée d'Idriss Déby, le président actuel du Tchad, l'ait repoussé. Les nouvelles, c'est toutes celles qu'on a, on en a peu d'autres. Simplement, Francis, je crois que vous avez, quelques mots à nous dire à propos de ce qui se passe là-bas, parce que c'est là que doit se trouver le fort, la fameuse force militaire française, européenne, pardon, excusez-moi, qui doit intervenir pour le Darfour. Oui, ce n'est pas un hasard si les rebelles aujourd'hui font l'offensive finale en quelque sorte, parce qu'il s'agit d'empêcher justement la mise en place de l'effort, que les rebelles considèrent comme étant une force de soutien au président Idriss Déby. C'est une charge très très forte, soutenue manifestement par le Soudan. Et on sait aussi effectivement depuis quelques heures que la France a renforcé ses positions militaires de soutien. Avec le dispositif épervier. Épervier, et puis il y a 126 soldats qui sont partis du Gabon pour rejoindre les soldats français du dispositif épervier justement, apportant donc un soutien au régime de Idriss Déby, ce qui amène, une sorte d'affrontement indirect entre la France et le Soudan par le régime de Déby et ses rebelles interposés. Francis, on va pas en dire plus aujourd'hui, d'abord parce que l'émission est terminée d'une part, et puis parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On aura l'occasion d'y revenir. On voulait juste l'évoquer. Voilà, on vous remercie de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu.